Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Un homme, un concept. On parle aujourd'hui encore et toujours de l'actualité dominante de l'heure ici en République démocratique du Congo, entre l'audio de Lambert Mende qui a fait le buzz les derniers jours sur la toile, entre la démarche, ajoutez à cela la démarche de G12 afin de trouver un consensus autour du processus électoral, sur fond de tous ces politiciens qui aujourd'hui ne cessent de défiler chez Vital Kamerhe. Nous parlons de toutes ces questions, Madame, Messieurs. Pour analyser tout cela, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Monsenet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame, merci. Éternel président de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis. Éternel, non, je n'ai que 3 ans à peu près de la Ligue des jeunes. Et ce n'est pas une éternité, à ce que je sache. Mais vous comptez faire combien de temps comme ça en tant que dans la Ligue des jeunes? Nous attendons le prochain congrès pour voir qui sera où, quelles sont les cartes qui seront distribuées. Si la base souhaite à ce que je puisse dégager de là, je le ferai. Chapeau bas, si elle pense que je devrais continuer, je continuerai. Mais vous pouvez continuer. Je n'ai pas encore 78 ans. Ah, donc la jeunesse, vous estimez que vous pouvez rester président vous estimez que rester président de la Ligue des jeunes jusqu'à 78 ans, parce que c'est long vous? Ouais. Mende n'est pas passé par la Ligue des jeunes, hein, pour devenir ce qu'il est, pour devenir ministre, président. Est-ce qu'il est passé par une Ligue des jeunes? Non, mais je ne vois pas pourquoi il fallait lier le parcours de Lambert Mende au mien, parce que ce n'est pas puisque il faille nécessairement à un politique de passer par la Ligue des jeunes pour se positionner. Le problème n'est pas celui-là. Le problème, c'est de savoir où, à quel moment on peut servir son parti et en acquérir l'expérience. C'est cela la réalité. Où et à quel moment on doit se dire c'est fini, je veux tracer ma route aussi. C'est un mandat, se tracer sa route. Mais le fait déjà d'être à la Ligue des jeunes, c'est ma route. Je ne vois pas pourquoi ça serait pas ma route du moment où ce n'est pas arme sur la tête que j'ai accepté cette responsabilité, c'est en toute conscience, donc c'est réellement ma route. Vous ne pensez pas que, je crois que cette question, j'ai déjà eu à vous la poser peut-être à 2-3 fois, ces ligues de jeunes, c'est une façon d'assujettir la jeunesse. Ah mais non, pas du tout. C'est plutôt des structures pour fédérer les jeunes. Ceux qui disent que les ligues des jeunes, c'est pour assujettir la jeunesse, il y a même un ami à moi, que je salue en passant, Brandon, qui a toujours traité les ligues des jeunes d'écodim, et que moi, l'écodim à côté récolté, c'est une lecture assez biaisée de la réalité, parce que les ligues des jeunes, c'est des structures qui permettent de fédérer les jeunes, mais aussi de pouvoir transmettre l'idéologie du parti à cette frange importante et beaucoup plus grande de la population congolaise. Et ce n'est pas ça qui empêche un politique de devenir ce qu'il peut devenir par rapport à ses ambitions. Certains considèrent ces ligues de jeunes comme des bras armés des partis politiques, mais quand il s'agit de grandes réflexions, on les associe pas. Quand il s'agit de propager la violence, de propager quand même un peu entre guillemets l'ensauvagement de cette société, c'est les jeunes qu'on met en avant. D'abord, pour commencer, nos partis politiques, notamment je parle ici de la CCU, ne propagent pas la violence. Et les ligues des jeunes, parlons de la Ligue des jeunes de la CCU, n'est pas une structure armée, une branche armée pour exécuter des sales besognes, pas du tout. Et lorsque vous parlez de la question importante où il faut associer les jeunes, je vous informe que nous, dans notre parti politique, nous sommes toujours associés à tout ce qui est important. Et vous verrez que ce n'est pas seulement dans la CCU, même dans d'autres partis politiques. Je remarque de plus en plus qu'il y a des jeunes qui sont positionnés. Regardez aujourd'hui, dans l'actuel gouvernement, il y a mon ami et frère Papi, qui est vice-ministre de l'énergie. Il y a, pour le compte de notre parti politique, Maître André Lité, qui est un jeune comme moi. Vous avez le docteur Momat, et ainsi de suite. Vous avez à l'UDPS le vice-ministre Mata. Donc, vous allez... Yves Lonkolo voilà, on ne finit... Yves, d'ailleurs, qui est un ami, on a étudié ensemble, on ne finira pas de compter. Billy Kambal, et donc il y en a plein. Vous voyez donc que la thèse que les jeunes dans les partis politiques sont des branches armées qui ne sont là que pour les sales besognes est une lecture biaisée. Les jeunes qui dirigent les ligues, c'est pour fédérer les jeunes, et aujourd'hui, la majorité de nos populations sont composées des jeunes. C'est pour permettre à ce que il y ait un cordon ombilical entre les aînés qui sont dotés d'une certaine expérience, qui ont une vision
par rapport à ce qu'ils ont vécu et par rapport à ce qui peut arriver, et permettre à ce qu'il y ait un jeune qui soit doté de ces informations, de cette vision, de cette expérience qu'on lui a expliquée, pour transmettre aux autres jeunes dans un langage que ces jeunes peuvent comprendre. Il y a un problème là au niveau du gouvernement, on voit qu'au de l'exécutif, du législatif, on voit que ça bouge. Mais au niveau de vos coordinations, je parle ici du FCC, il y a pas des jeunes. Non, mais au niveau de la coordination. D'abord, le FCC... Quand il y a la réunion des présidents des groupes, des regroupements politiques FCC, on n'en voit aucun. Non, mais la même situation est un peu similaire avec les femmes, hein, mais bon, il y a quelques femmes, mais pas de jeunes. Non, mais moi je pense qu'il y en a, notamment au FCC. Il y a... Au niveau de la haute hiérarchie. Bien sûr, parce que le FCC, si vous avez suivi l'évolution de la situation, il y a eu d'abord Mbouela Lodge, où il y a eu des réflexions pour la structuration du FCC, puisque d'abord au départ c'était l'idée de fédérer tous les autres partis politiques qui étaient avec nous dans le gouvernement Tchibala, pour qu'on ait une même vision. Ensuite c'est devenu une machine électorale, et finalement on a souhaité à ce que ça devienne une plateforme politique. Donc il faut la restructurer, et l'autorité morale travaille sur les propositions qui sont venues de Mbouela Lodge. Maintenant, il y a un organe qui est la conférence des présidents, qui accompagne l'activité ou la gestion du FCC chaque jour avec le coordonnateur qui est le professeur Néhémie. Et là-dedans, vous allez voir, il y a des jeunes et des vieux. Il y a Maître Constant Moutamba qui est là, qui est jeune. Il y a Excellence Germain Kambinga qui est là. Il y a José Panda qui est là. Il y a Guy Koulou qui est là. Et Guy Koulou, il est jeune aussi? Ah, il est vieux. Ah, ok. Donc, comprenez que lorsque vous observez, surtout au FCC, vous allez vous rendre compte que c'est des jeunes, et même ailleurs. Regardez le cas du secrétaire général Jean-Marc Kabound, qui est un jeune de notre génération, Augustin Kabouya également. Donc je crois qu'il y a réellement cette dynamique qui est en train d'évoluer. D'ailleurs, on le veuille ou non, c'est dans l'ordre des choses. Revenons sur cette actualité qui a concerné votre parti, la Convention des Congolais Unis, c'est cet audio. Vous êtes là, vous tombez, vous regardez votre téléphone et puis c'est cet audio. Comment vous avez réagi? Ah, mais ça a été un choc. Ça a été un choc d'écouter comme ça une conversation privée d'une autorité de ce pays, en plus chef de mon parti, qui comme ça se retrouve dans des réseaux sociaux. Un acte ignoble. Là vous dites, ça y est, on est mal barré. On est mal barré, non, mais je me suis dit que ce genre d'acte ne pouvait pas nous arriver, c'est trop bas. Ça vous a embarrassé? Embarrassé, oui, mais plus énervé, plus mis en colère, mais une colère saine, une colère qui nous a vraiment poussé à réfléchir sur la manière dont il faut finalement réglementer cette histoire des réseaux sociaux qui est devenue finalement une plaie dans notre société. Mais en même temps, c'est pas la faute, il y a eu un problème, la divulgation de cet audio ne relève pas du fait qu'on doit contrôler impérativement ce canal-là, c'est qu'il y a eu des fuites même au niveau de partis, c'est qui fait dire à certains qu'on sent un certain vacillement, les gens sont en train de tanguer, certains veulent traverser, notamment votre autorité morale et vous avec. J'entends, madame, beaucoup de gens dire que l'honorable Mende est en train de traverser. J'entends beaucoup de gens dire Thierry Monsenepo est en train de traverser avec son chef. Mais j'ai toujours demandé aux gens traverser vers où? Traverser vers la Mouka, ça aurait été logique. Mais est-ce que c'est le cas? Non. Mais qu'est-ce qu'on dit? Non, parce que on vous voit des fois défendre le président de la République dans les médias. Mon Dieu, est-ce que c'est cela, traverser? Si c'est le cas, comment expliquer alors que l'autorité morale de notre famille politique, qui est le sénateur à vie Joseph Kabila, a demandé à nous tous d'accompagner le chef de l'État dans la vision qu'ensemble ils ont eue pour créer le FCC Cash. Actuellement, il y a moins d'accompagnement et plus des conflits entre vous. Justement, il faut se poser la question. Ceux qui alimentent ces conflits sont pour Joseph Kabila ou pas? Ils sont contre Joseph Kabila. Parce que être pour Joseph Kabila, c'est aller dans le sens de ce que lui souhaite. Et qu'est-ce qu'il a souhaité? Il a souhaité à ce que de manière historique, nous puissions obtenir une alternance politique. Ça a été le cas, le peuple congolais a choisi le président Félix Tshisekedi. Il a souhaité à ce que nous ne puissions pas avoir une cohabitation, parce que nous savons ce que ça a conduit dans ce pays. Nous avons opté pour une coalition politique. Est-ce que
le fait d'appuyer cette coalition, c'est cela, trahir Joseph Kabila, lui qui a eu la vision et qui a souhaité cette coalition, ou c'est le fait de mettre les pots de banane pour que cette coalition ne marche pas, qui est sujet à trahir notre autorité morale? Nous avons choisi de ne pas le trahir. Nous avons choisi de l'accompagner. Maintenant, comment devons-nous l'accompagner? Nous devons l'accompagner notamment en participant aux institutions. Nous avons un ministre dans l'actuel gouvernement, nous avons des députés provinciaux qui siègent dans les assemblées nationales, et nous ne pouvons pas avoir un discours belliqueux. Nous ne devons pas et nous ne pouvons pas avoir un discours qui attaque le gouvernement. Mais ce discours-là, c'est vrai. La CCI, ça passe, mais le fait d'avoir ce discours, est-ce que c'est cela traversé? Non, c'est de la cohérence. C'est du respect envers la vision de l'autorité morale. Est-ce que vous avez eu la même compréhension des dires de votre autorité morale, donc de l'autorité morale du FCC, quand un matin on peut se réveiller et voir que le PPRD dit carrément le contraire de ce que vous, la CCU, pensiez. Non, madame, je ne pense pas que le FCC et le PPRD aient un jour dit le contraire de ce que dit la CCU. Le PPRD n'a jamais dit ça. Les actes parlent mieux que certaines paroles. On est à l'Assemblée nationale, oui. Il y a quand même des actes, il y a quand même des propos aussi tenus par une certaine hiérarchie du PPRD qui carrément... Madame, certes, il peut y avoir des propos extrémistes. Il peut y avoir des propos qui dérangent. Mais là, je pense que c'est inhérent à toute nouvelle démocratie. Et même, je peux vous dire qu'il y a des propos qui dérangent au sein même de nos partis politiques. Rappelez-vous, mon cher ami Henri Magie, et du PPRD, n'a-t-il pas eu à un moment des langages assez sévères envers les autorités du PPRD? Ça a été le cas. Est-ce que cela a prouvé qu'il était en train de traverser vers ailleurs que le PPRD? Non. Je vais être didactique, madame, pour expliquer aux gens que vous êtes dans une famille. Vous avez un père, vous avez une mère, il peut y avoir que l'un des parents décède et que celui qui reste se remarie et vous dit, chers enfants, voici votre nouveau parent puisque c'est le conjoint ou la conjointe qui va m'accompagner jusqu'à ma mort. Et vous les enfants, vous vous permettez à commencer à attaquer la conjointe ou le conjoint seulement parce que vous en avez pas envie, parce que sa tête ne vous plaît pas. Alors vous avez un choix, soit vous dégagez de la maison, ou alors vous restez dans l'ordre que le parent vous a demandé de prendre. C'est cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on va vraiment parler de cette affaire, mais revenons sur le FCC avec cette division ou cette façon un peu diverse de voir les recommandations de votre autorité morale. Aujourd'hui, avec les compréhensions des uns et des autres, on peut dire que le FCC est encore soudé, uni, regroupé autour de Joseph Kabila. Le FCC est soudé et uni autour de Joseph Kabila. Je vous ai dit ici que les contradictions et les idées qui, des fois, peuvent paraître contraires les unes des autres, sont inhérentes à une démocratie, sont inhérentes à toute famille, que ce soit politique ou biologique. Mais cela ne signifie pas qu'il y a des fissures en termes de consolidation de nos relations. Au sein du FCC, il n'y a pas de fissures. Revenons sur Monsieur Ebengo, Einstein Ebengo. Oui. Rappelez-nous, vous avez siégé quand même au sein de ce comité de discipline, je crois, de la CCU. Vous l'avez entendu? Comment ça s'est passé? Nous ne sommes pas permis de divulguer les déroulements de ce qui se passe en interne de notre parti politique, surtout à ce haut niveau d'instance de discipline, mais il a été question de confronter l'acte qui avait été posé au texte du parti. L'acte, c'était lequel? C'est celui d'avoir enregistré l'autorité de notre parti politique. Que ce soit. Donc c'était plus sur la forme et non sur le fond. Mais bien sûr, parce que... Le fond, il était bon, parce qu'on va parler du fond. On va parler de fond, il n'y a pas de problème, madame. Le fait, déjà, que lorsque votre autorité de parti politique vous appelle et que vous vous permettiez de le recorder, cela signifie que vous avez une intention particulière, mais qui n'est pas forcément bonne. Sur base de quoi vous êtes arrivé à cette conclusion que c'était lui? La conclusion, parce que c'est lui qui a été à discuter avec l'autorité morale sur cette question. Donc il n'y avait que les deux qui auraient pu divulguer. Donc les deux pouvaient être sanctionnés. Vous êtes arrivé à quelle conclusion? Comment? Les deux auraient pu avoir divulgué cet audio. Maintenant, premier élément, il faut toujours voir à qui peut profiter un crime. Est-ce que Lambert Mende, 30 ans de carrière politique, va comme ça se faire auto-enregistrer parce qu'il parle avec un secrétaire national du parti? Certains estiment qu'il a bien joué au double jeu, quand même. Pas du tout, il a joué le double jeu quand? Il a été ce qu'il est, il est fidèle jusqu'à aujourd'hui à Joseph Kabila. Deuxièmement,
Monsieur Ebengo lui-même est passé aux aveux. Il a reconnu, devant les cadres du parti, que son téléphone était doté d'une technologie qui enregistrait systématiquement chaque appel qu'il recevait. Oui, mais donc, au point à être divulgué dans les réseaux sociaux. Justement, le fait que déjà que son téléphone enregistre, qu'il ait reconnu que son téléphone enregistre systématiquement chaque appel, déjà c'était une preuve que c'était lui qui a enregistré. Mais le téléphone, monsieur, j'ai parlé avec vous pour vous convier, oui, pour échanger. Mon téléphone aussi a cette option, mais oui, cela ne peut pas tout de suite dire que si un jour vous tombez sur notre conversation dans les réseaux sociaux, ça vient forcément. Deuxièmement, le camarade Ebengo a expliqué qu'il a été piégé par un de ses amis avocats qui aurait récupéré cet audio de son téléphone à un moment où il a été distrait pour finalement en faire cette diffusion que tout le monde a eu à connaître dans les réseaux sociaux. C'est tiré comme par les cheveux. Hein. Bien sûr, mais lorsque ton téléphone à toi, un ami prend, et puis... Oui, mais il reconnaît que ça s'est passé comme ça, et il s'est excusé auprès des autorités du parti. Et nous avons confronté cet acte au règlement et texte de notre parti politique, d'où la décision de la radiation est tombée. Pour quelqu'un, on se dit, pour la forme, donc il a été radié juste pour avoir divulgué. Bien sûr, puisque les textes de notre parti politique, surtout le règlement d'ordre intérieur, stipulent que lorsqu'il y a divulgation sans autorisation de la hiérarchie d'une conversation, des informations, des éléments qui concernent la CCU, qui concernent notre parti politique, dans le public, cela demande à ce que vous puissiez être radié. C'est l'article 49 et c'est ce qui a été exécuté. Parlons du fond. Le fond n'a pas posé de problème parce qu'on parlait de la prise à partie de 5 juges, entre guillemets, pro-FCC, qu'on pouvait, j'allais dire, transférer, c'est pas le football, mais qu'on voulait faire en sorte que, voilà, cette prise à partie-là, ainsi, faire bénéficier à l'actuel président d'une cour constitutionnelle qui serait beaucoup plus avantageuse pour lui. Je pense que les gens ont décontextualisé les propos qui sont sortis de cette conversation. D'abord, il faut savoir que de 1, le problème qui s'est basé sur cette prise à partie, c'est que il n'y a pas eu d'autorisation de l'espace dirigeante du parti en ce qui concerne l'action à prendre pour cette prise à partie. Deuxièmement, le temps est déjà passé. C'est depuis 2018 que nous avons connu les contentieux électoraux. Et cela a déjà été enterré. Notre parti a pris la résolution d'oublier cette étape et de continuer à se préparer pour 2023. Donc qu'un camarade en ce moment puisse entamer une telle action sans l'autorisation, surtout de l'autorité morale, a été une deuxième fois. Mais il a dit dans l'audio qu'il n'était pas le seul. Les 31 députés de plusieurs partis. Je vais en venir, madame. Troisièmement, une action qui ne porte aucune influence sur la réalité parce que les juges de la Cour constitutionnelle ne sont pas pris comme magistrats de corps qui peuvent être pris à partie au niveau de la Cour de cassation. Donc c'était une épée dans l'eau. Quatrièmement, le fait de dire qu'il y a plusieurs autres députés. Mais déjà, si on doit commencer par l'avocat principal qui a été pris dans cette affaire, qui s'appelle il est candidat malheureux du regroupement AAAA de l'excellence Pius Mwabilou. Pourquoi devrait-il venir bénéficier d'un mandat de la CCU? C'est cela le problème. Vous pensez qu'il a été piégé ou qu'on voulait piéger votre autorité morale? Nous pensons à tout cela, nous sommes en droit de penser à tout cela. Lorsque vous analysez encore plus loin, 31 candidats malheureux, mais qui ne se basent que sur un mandat donné par la CCU. Ça pose problème. Ça pose réellement problème. Alors, pour ce que vous dites que c'est pour donner à Joseph Kabila une cour acquise à sa cause, pour en faire quoi? Joseph Kabila est sénateur à vie, il a été président de la République, la cour constitutionnelle appartient aux Congolais, ni au président Félix Tshisekedi, ni à Joseph Kabila, ni à Mosé, ni à Mobutu. En tout cas, votre autorité morale a eu à dire et que c'était pas mauvais que d'entendre un cadre du FCC dire cela. Non, quand je dis qu'on a décontextualisé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons une famille politique. Et ce que l'on a toujours donné comme point positif au FCC, c'est la discipline.
Il y a des choses que nous faisons en tant que parti politique en toute liberté, mais il y a d'autres qui doivent être coordonnées avec la coordination de notre famille politique, le FCC. Donc le fait de faire une telle action qui attaque 5 juges de la Cour fragilise la famille politique de Joseph Kabila. C'est dans cet entendement-là que l'honorable Mende a dit à Ebengo que c'est fragiliser le FCC. Au-delà de la divulgation de l'audio, au-delà du fond de la prise à partie, c'est que c'est qui a froissé la quasi-totalité de la population congolaise, c'est cette affirmation haut et fort de l'instrumentalisation de la plus haute instance de notre pays. En quoi est-ce que le fait que l'honorable Mende dise à un membre de notre parti que votre action va fragiliser notre famille politique parce que nous avons mené toutes nos actions depuis 2018 à la Cour constitutionnelle pour revendiquer les sièges, ensemble et avec l'accompagnement de la coordination du FCC, donc une telle prise à partie ne pouvait pas échapper à cette démarche. En quoi est-ce que le fait de rappeler qu'une telle action qui se fait de manière cavalière par un camarade aurait des répercussions non seulement sur la CCU mais aussi sur notre famille politique qui n'agit qu'en concert, fragiliserait la Cour constitutionnelle? Surtout que je vous ai expliqué ici que sur le plan de droit, cette prise à partie n'a pas de lendemain. Le MLC, on va le citer, qui a publié un communiqué allant dans le sens de l'instrumentalisation de la justice, a carrément raté une occasion de passer outre cette polémique qui n'a plus Le MLC, vous le savez très bien, est en mal de discours politique, est en mal de contre-proposition du projet exécuté par le gouvernement Ilukamba et saute ou tire sur tout ce qui bouge. Il a suffi de cet audio pour dire que la justice est instrumentalisée. Mais même vous-même, je sais que ça vous fait rire. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'était juste une confirmation. Avant, on en parlait, sans audio, sans une preuve matérielle. Maintenant là, tout le monde a la preuve que c'est une justice qui était à la solde de l'ancien régime et qui aujourd'hui, au niveau du FCC cache, on se bat pour que ça puisse revenir à dépendante quand même d'une autre autorité. Je ne vois pas en quoi d'antan cette justice était pro un régime ou instrumentalisée. Je ne vois pas en quoi aujourd'hui on est en train d'orienter cette justice vers le président Félix Tshisekedi. D'autant plus que, madame, vous le savez très bien, que le rôle de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas de faire d'un président de la République, ou moins encore. Son rôle, c'est l'interprétation de la Constitution. Son rôle, c'est d'être le tribunal naturel du président de la République. Est-ce que ici on parle d'une mise en accusation du président? Non. Est-ce qu'ici on parle de nommer les juges? Nous savons très bien d'où sortent les 9 juges de la Cour constitutionnelle. Et vous savez que ça intervient dans un contexte où il y a eu 2 juges nommés à la Cour de cassation, mais de la Cour constitutionnelle, qui ont entre guillemets, refusé de prêter serment, ça entre dans ce contexte-là. Je ne vois pas pourquoi les gens doivent lier ces 2 éléments pour la simple raison. Parce que c'est la Cour constitutionnelle, parce qu'il y a d'autres au sein du FCC qui prêtaient des intentions au président de la République. Donc il y a tout ça. Il n'y a aucune intention qui a été prêtée au président de la République. Il y a 2 juges de la Cour constitutionnelle qui ont écrit au président de la République pour revendiquer le fait qu'ils n'avaient pas encore terminé leur mandat au sein de la Cour constitutionnelle. Ça n'a rien à voir avec le FCC, encore rien à voir avec la CCU. Il y a eu des nominations qui ont été opérées par le président de la République en nommant notamment 2 grands avocats comme juges de la Cour constitutionnelle. Il reste maintenant qu'ils puissent prêter serment. Ça n'a rien à voir avec le FCC, rien à voir avec la CCU. Maintenant, je me demande pourquoi les gens doivent lier le fait que 5 juges aient été pris à partie, encore que cette procédure n'a pas de lendemain, et le fait qu'il y a des problèmes avec la Cour constitutionnelle. Parce que ça n'a pas d'incidence, madame. En politique, lorsque l'on porte une action, c'est pour qu'il y ait une conséquence, pour qu'il y ait des incidences. Mais quelle est l'incidence d'une action qui n'a pas de lendemain? Aucune. Donc les gens font un lien inutile, ils tordent leurs neurones pour rien. On parlait tout à l'heure du FCC, du fait que c'est une famille, et comme dans toute famille, il peut avoir des réactions, des démarches inhérentes à tout être humain. Et là, moi je voulais parler de ces cadres, quelques cadres du FCC qu'on retrouve dans le G12, et qui amorce une démarche en vue de trouver un consensus autour du processus électoral. Qu'est-ce que vous en pensez? Madame, merci. Je pense personnellement que toute action qui puisse emmener les Congolais à se mettre d'accord est acceptable.
sur n'importe quel sujet. Maintenant, en ce qui concerne la question des élections, je pense que nous avons suffisamment politisé l'affaire. Ce qui aujourd'hui place même certains politiques à une posture où ils veulent étouffer le droit de la société civile qui a choisi M. Ronsard Malonda au travers des confessions religieuses. Maintenant, lorsque l'on voit la démarche de nos amis qui partent de gauche à droite pour solliciter un consensus sur le processus électoral, en disant qu'il n'est plus question qu'il y ait des conflits qui soient inhérents aux processus électoraux dans notre pays. Mais nous avions dit ça lorsque nous étions allés au dialogue de la Cité de l'Union africaine. Mais on a été conspués par tout le monde ici. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que dit le FCC? Le FCC dit, certes, vous avez raison, mais pourquoi ne pas ramener ce débat dans les institutions? Mais parce que le FCC bloque. Le FCC a bloqué quoi? Dites-moi, madame, quelle a été la dynamique ou la démarche qui a été portée par un de ces députés au niveau de l'Assemblée nationale? La loi Lutundu l'a dit, moi, sur les réformes qui n'a pas été... Il y a une programmation. Une programmation qui fait la part belle quand même, et qui laisse une part belle aux députés FCC, et qui met de côté les initiatives des députés de l'opposition. Parlons de ceux qui disent, notamment le MLC, qui dit qu'il faille nécessairement auditer la CENI de Nanga. C'est normal. Mais qu'est-ce que ça empêche à ce que nous puissions continuer sur l'installation de la nouvelle CENI? Mais le rapport de la CENI, pourquoi ça n'a toujours pas été débattu et on passe tout de suite à autre chose? Madame, une année de la CENI. Monsieur Monseigneur, pour vous trouver normal qu'un rapport de la CENI, après des élections qui ont été controversées, aussi, entre guillemets, bâclées pour certains, que celle de 2018, ne soit pas être soumis à débat une année après? Madame, je vous pose la question. Quel est le lien entre ce rapport et la mise en place d'une nouvelle CENI? Quel est le lien? N'est-ce pas que le lien que l'on veut maintenant créer, le lien politique que l'on veut maintenant créer, va nous emmener vers un retard des élections? Mais tout le monde voulait. C'est ça le problème. Tout le monde veut de réformes. C'est ça le problème. Tout le monde voulait les réformes se passent au sein des institutions parce que s'il faut la réforme la plus principale, c'est la loi électorale. Mais pourquoi se précipiter à l'enterrement alors que les réformes... Mais madame, parce que l'actuel bureau est hors mandat. Et s'il faut aujourd'hui, ce n'est pas une précipitation, c'est le calendrier de l'Assemblée qui exige. Aujourd'hui, le calendrier de l'Assemblée exigeait quand même l'examen du rapport de la CENI, ça n'a pas été fait. Hein? Madame, il faut maintenant savoir, moi mon problème c'est le lien que les gens font entre ce rapport et le nouveau bureau. Ça n'a aucun lien. Au contraire, il est sélectif. La loi Lutundu l'a dit, moi. Ça ne passe pas, mais les trois lois Mina, au bout de quelques semaines... Ni de la conférence des présidents. Non, mais on suit quand même cette actualité. Mais je peux vous dire que Madame Mabunda a eu à expliquer que cela dépend de la programmation. Et cette programmation est faite par la conférence des présidents. Mais cette conférence des présidents est constituée majoritairement des regroupements politiques de FCC. Le problème, c'est pas la majorité. Certains disent que le FCC est en train de bloquer. Non, madame. Le problème, c'est que, posez-vous la question, est-ce qu'aujourd'hui, la démarche des 12 ou 13 parlementaires qui est aujourd'hui... Et des personnalités de la société civile. Est-ce qu'il y a eu une démarche pareille au sein des institutions où la plupart siègent, notamment à l'Assemblée nationale? Mais il y a la loi Lutundula qui n'a jamais été débattue. Pourquoi vous liez la loi Lutundula qui est une action... ça fait partie des réformes. Qui est une action d'un député à la démarche des 12 autres. Si on avait débattu de la loi Lutundula, il allait peut-être pas avoir la démarche des G12. Vous faites une présomption. Vous faites une présomption. Mais la démarche, non, suivez bien ce que disent les G12. Ils ne disent pas que nous marchons parce que la loi Lutundula n'a pas été débattue. Ils disent que nous marchons principalement pour éviter que les prochaines élections soient des élections qui créent problème. Mais cela, justement, laissez-les alors appuyer la loi, laissez-les amender les lois, laissez-les aller dans le sens de consolider la CENI sur le plan légal. C'est ce que demande le FCC. Et pendant ce temps, et non aller voir des individus dans quel but, et on suppose que le but caché, c'est aller vers un dialogue. Vous, personnellement, vous demanderez à votre autorité morale de recevoir le G12. Mais l'autorité morale du FCC peut même recevoir les infirmiers, les médecins, tout Congolais qui souhaitent le voir. Pourquoi devrait-il refuser de recevoir ses compatriotes qui, à mon humble avis,
ont une bonne idée de pouvoir rassembler les idées des Congolais en vue de dégager un consensus. Mais cela, je le répète, ne peut se faire que dans le cadre des institutions, notamment en consolidant la CENI des lois qui permettraient à ce qu'on ne puisse plus aller dans des contestations comme on a connu en 2018 et en 2011. Très rapidement, merci. Je crois que le débat autour de ces questions ou de ce sujet et de ce sujet lié aux élections, on en aura toujours. On me fait signe que là, on doit très rapidement terminer. Deux questions. Vous avez visité très récemment Vital Kamerhe. Après Néhémie, après tout le FCC, décidément c'est le grand amour fou entre le FCC et l'UNC qui s'avère être quand même proche de l'UDPS. Je pense que madame, je ne sais pas si quelle est votre situation de foi. Moi, ma foi, elle est chrétienne. Et la foi chrétienne dicte à ce que nous puissions visiter les amis qui sont en prison. Et le cas de monsieur Vital il a dit qu'il est en prison, hein. Ça fait 20 ans qu'il est là, on n'a pas entendu. Qui vous dit qu'on n'a pas visité notre camarade, le député Batomike, qui se trouve aussi à Makala. Donc, comprenez que le cas de monsieur Vital Kamerhe, c'est un cas où on est parti rendre visite à un compatriote qui, à mon humble avis, mérite cette fois une bonne lecture de son procès lors de ses assises de second degré. C'est important. L'IGF enquête sur le fonds Covid. Vous avez été cité aussi. La chaîne, vous avez bénéficié quand même de fonds Covid pour la chaîne. Qu'est-ce qui se passe? On a bénéficié de rien du tout. Congolais que je suis, ensemble avec mes partenaires libanais, nous avons réfléchi sur un moyen d'apporter une pierre à cette lutte contre le Covid et nous avons décidé de mettre à disposition un espace qui permettrait au ministère de mieux communiquer. Vous avez touché 300 000 $, Thierry. Même pas, je serai convoqué, je vais expliquer que nous n'avons rien touché. 0 francs. 0 francs, nous l'avons fait pour aider ce pays. Merci d'avoir été de note ce soir. Merci à vous. J'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver très prochainement. Merci. Pour parler d'autres sujets d'actualité. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Et appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions et continuez à nous suivre dans nos différentes plateformes. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision haute définition. On se dit au revoir et à très bientôt.